Moi, depuis tout à l'heure, je vous regarde et je suis extrêmement émue de voir autant de gens continuer aujourd'hui encore à s'intéresser aux Syriens. Effectivement, je reviens de Syrie, là, il y a quelques jours, et à chaque fois, la même question se pose de pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de nous. Et ma Myrto, elle fait des photos comme ça, on va leur envoyer, on leur dira qu'ils ne sont pas tout seuls et que vous êtes là, et que si les politiques les ont oubliés, si les Nations Unies les ont abandonnés, ben, il y a toujours des gens, et que ça fait vraiment extrêmement chaud au cœur de vous voir là. Je voulais remercier Arte parce que c'est la seule chaîne qui continue à parler régulièrement de la Syrie. Si vous regardez le journal d'Arte, c'est encore une autre équipe qui arrive à faire des sujets, qui nous a donné la chance de produire le film que vous allez voir dans des conditions assez extrêmes parce que la guerre en Ukraine a commencé donc le 24 février, comme vous le savez. Et 5 ou 6 jours plus tard, Arte nous donnait son accord pour qu'on puisse faire ce film. On reviendra sur le film après, quand vous l'aurez vu. Donc voilà, c'était important pour moi de souligner le rôle d'Arte. Et Edith a parlé de l'équipe qui nous a aidés aussi pour le tournage à Idlib. Il se fait qu'un des membres de l'équipe a été tué lors du tremblement de terre. Voilà, et bon, je suis émue. Donc, c'est pour ça que je te laisse le dire. Donc voilà, on en reparlera aussi. Voilà, mais c'était pour dire que la population à Idlib, à Raqqa et dans tous ces coins oubliés du monde souffre énormément, vraiment énormément, et qu'ils ont besoin de vous. Et c'est très important de soutenir Medina et cette action sur la maternité, parce que évidemment, comme toujours, ce sont les femmes et les enfants les premiers, les plus touchés par tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, le tremblement de terre a encore vraiment amplifié la situation. Donc, vous voulez qu'on lance le film et oui, je crois qu'on va lancer le film et puis après... Et puis on discutera après de la Syrie et de tout ça. Derrière. Il dure 52 minutes. Donc. J'espère que ça vous a intéressé et je serai ravie si vous avez des questions. Est-ce que vous connaissez Sergueï Girnov, qui a fait les belles soirées de LCI, du groupe TF1 à une époque, mais vous étiez peut-être en reportage? Non, ça vous parle pas. J'ai lu son livre. Ouais, voilà, j'ai lu son livre. Des fracas de LCI, et qui est allé essayer de vendre sa marchandise sur BFM, ce qu'il a réussi à faire. Mais il avait une analyse extrêmement sérieuse sur ce qui se passait au Kremlin et comment la guerre était menée depuis là-bas. Je regrette qu'il soit parti, il a écrit un bouquin, donc entre autres. Oui, moi j'ai lu un livre de lui, Les Espions. Voilà, c'est ça. Donc après, effectivement, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. La bascule sur le conflit syrien, elle est vraiment à ce moment-là. L'attaque de la Ghouta, l'horreur de cette attaque, ça a vraiment été extrêmement compliqué de mettre en image ce passage-là parce qu'on a eu la chance, grâce à des activistes syriens, grâce à des civils syriens qui ont filmé ces moments-là, de vous montrer ces images-là. Elles n'avaient jamais été montrées ailleurs. Et on a regardé longuement avec Myrto, avec le monteur, les rushs, Olivier Marzin, le monteur, parce qu'elles sont horribles. Et les quelques secondes qu'on a gardées, c'est les moins horribles de toutes. Mais c'est tragique parce que ce ne sont que des femmes, des enfants, c'est des gens agonisants, c'est des longs moments de détresse humaine, respiratoire. Et c'était extrêmement dur de montrer ça, mais il fallait le montrer parce que c'est vraiment là que tout a basculé dans l'horreur pour les Syriens. C'est à ce moment-là que vraiment ils ont perdu la bataille. Jusque-là, l'armée syrienne libre était en train de reprendre du terrain, il y avait des avancées, il y avait des choses qui se passaient. Et parce qu'il y avait ces choses qui se passaient du côté de l'opposition, le régime a décidé de jouer son va-tout. Et il a osé jouer avec l'arme chimique, le truc qu'on pense qu'on ne verra jamais plus, c'est fini. Et il l'a fait.
Et il l'a fait dans des conditions terribles, sur des quartiers entiers, avec des milliers de morts. Et il l'a refait encore une quinzaine de fois depuis. Alors il a changé d'arme. Aujourd'hui, c'est plutôt avec ce qu'on met dans les piscines, du chlore. Et donc c'est encore plus difficile à prouver pour les enquêteurs, pour les activistes, pour les gens qui documentent. Pardon ? Ça s'évapore très vite. Le temps que les gens arrivent sur le terrain, il n'y a plus rien. Il n'y a que les morts par terre. On commémore aujourd'hui le massacre d'Al-Abjar en Irak, quand Saddam Hussein avait gazé également sa population. Et moi, je me souviens qu'à ce moment-là, on s'était dit, il n'y aura plus ça. Et ça a recommencé, et ça a recommencé avec des mots très forts de Barack Obama qui disait, ça ne doit pas exister, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on l'empêche, il faut qu'on arrête. Et puis rien. Et cet abandon des Syriens a commencé là et n'a fait que s'empirer ensuite. Avec une aide militaire minime qui s'est arrêtée, avec un étiolement, avec le soutien de Bachar al-Assad à la création des groupes djihadistes quand il a ouvert les prisons, notamment celle de Sednaya et celle de Palmyre, quand il a permis la formation de ces groupes terribles qui ont décimé la population et qui ont décimé l'espoir des Syriens dans ce qu'ils avaient de plus fort, leur révolution. Tout à l'heure, quand on vous a présenté, vous étiez élu. Et je me pose la question, comment, quand vous êtes sur un terrain comme celui de la Syrie, et que vous voyez ces horreurs, vous pouvez, j'allais dire, vous supporter et dormir tranquille et vous remettre en état? Vous adaptez, vous devenez quelqu'un. Alors je crois que effectivement, je crois que je suis très très différente quand je suis en reportage. On s'adapte. Reste que je suis à chaque fois aussi émue. Là, je rentre de Raqqa, effectivement, et j'ai discuté avec des gens sur la résurgence et les cellules dormantes de l'État islamique et comment ça, les menaces qu'elles font peser sur la population. Et on a eu la chance de pouvoir en parler avec des gens menacés par l'État islamique et terrorisés pour eux, pour leurs familles, pour leurs proches. Et c'est extrêmement dur de les écouter. Et moi, je viens du Sud et chez moi, on est très tactile et j'ai toujours envie de faire des câlins. Alors, en plus, ça se fait pas trop dans ces géographies. Mais j'en ressors toujours avec leurs histoires et elles me rendent forte quelque part. C'est parce qu'on m'a raconté, on m'a confié ces histoires qu'il faut les raconter. Et qu'il faut venir aujourd'hui vous les raconter, qu'il faut les faire vivre et qu'il faut les faire exister. Très souvent, quand on est sur des batailles, sur des massacres, sur des trucs un peu durs, les gens, contrairement à ce qu'on peut penser, nous demandent de filmer leur fils qui vient d'être tué, leur mari, leur femme, les blessures. Et là, je fais des photos. Je ne suis pas photographe. J'ai la chance à chaque fois de travailler avec de super photographes ou caméramans selon pour qui je travaille. Mais là, je fais des photos. À l'iPhone, à l'appareil photo, à n'importe quoi. Mais comme ça, je mets une distance. Et je me concentre sur un cadre, sur une lumière, pour pas voir l'horreur et pour pas, encore une fois, faire des câlins avec les gens. Mais ils font partie de moi. Quand il y a eu le tremblement de terre, on a passé 15 jours avec Myrto à appeler tous les gens qu'on connaissait, là, les équipes, effectivement, avec de mauvaises nouvelles. Et puis moi, tous les gens que j'avais croisés, tous mes contacts, à envoyer des messages à chaque fois en disant « Est-ce que tu vas bien ?» Parce que ces gens-là, ils ont l'impression qu'on les oublie, mais moi j'y retourne régulièrement, je les retrouve et je les oublie pas. Et si mes articles, mes reportages n'ont pas permis de changer le monde, en tout cas moi ils m'ont changé. Et donc ils m'ont fait grandir. Et dans le film, on a raconté un petit peu, alors sur certaines manifestations qu'on montre, c'est des voix particulières, c'est notamment celui dont on avait dit à un moment que le régime lui avait coupé la gorge, et qui en fait, ce n'était pas vrai, c'était pas lui, il est toujours vivant, mais cet hymne-là a été chanté par plein de voix. Moi, je regrette parce qu'on n'a pas réussi à trouver des archives de bonne qualité de Abdelbasset Sarout et Fadwa Soleiman, qui étaient les voix de la révolution à Homs en 2012-2011. Mais ces chants-là, oui. Le peuple demande la chute du régime, c'est ça l'hymne. Oui, absolument. Alors, je ne me déplace en Syrie que dans les zones contrôlées par l'opposition.
Je n'ai jamais eu la chance d'aller à Damas et dans les zones contrôlées par le régime. Je me suis retrouvée à Damas une fois, mais parce que j'avais plus de visa pour l'Irak et donc j'ai juste fait un stop rapide. Mais donc malheureusement, je ne sais pas les difficultés de travail de mes collègues dans les zones contrôlées par le régime, mais apparemment, oui, ils ont ce qu'on appelle un minder, un garde-chiourme en permanence qui contrôle ce qu'ils font. Moi, dans les 2 zones où je vais, que ce soit dans l'Est syrien, donc cette espèce d'énorme zone contrôlée par les forces arabo-kurdes, et je tiens au terme parce que ce ne sont pas que des Kurdes, ce ne sont pas que des Arabes, c'est vraiment une tentative de créer une autorité mixte dans une zone qui est mixte. Je n'ai personne à côté de moi pour contrôler ce que je fais. Par contre, on est sur une zone militarisée. Et donc là, en l'occurrence, pour le sujet que je viens de faire, c'était une montagne de demandes d'autorisation en permanence. Mais parce que c'est aussi les problèmes et les travers d'une bureaucratie qui se crée. Et en fait, on se dit que... on rigolait avec les collègues avec qui j'y étais en disant qu'au début, c'était moins galère de bosser, mais qu'en fait, petit à petit, on s'organise. Et pour s'organiser, on fait des papiers. Et pour faire des papiers, on crée des échelles d'autorisation. Et avant, on se baladait un peu comme on voulait, on faisait un peu... On était plus libre, mais là, pour aller partout, et en même temps, j'allais dans des centres de rétention, dans des camps de déplacés avec les djihadistes, et je comprends que pour aller dans ce genre d'endroit, comme en France, j'ai besoin d'autorisation. Et j'ai eu mes autorisations en une journée. Aller visiter une prison en France, pour un journaliste, c'est possible, mais ça prend plus de temps. Donc voilà, ils créent un État. Ils essayent de créer l'État qu'ils voudraient être. Sauf que c'est un État autoproclamé qui n'est pas encore reconnu, mais ils tentent de créer quelque chose, avec des ratés, avec des excès, avec des... En tout cas, il y a la volonté d'exister hors du régime. Et de l'autre côté, dans la zone à l'ouest syrien, dans la zone d'Idlib, c'est encore plus compliqué parce que c'est effectivement contrôlé militairement par un groupe qui faisait partie de Al-Qaïda jusqu'en 2018, qui a coupé les ponts officiellement. Il y a des instances locales qui sont les conseils locaux, qui ont été les premiers groupes d'opposants locaux financés, soutenus par l'opposition, par l'Europe, par tout le monde dans les premiers temps. Donc c'est les groupes de village qui s'organisent et qui essayent de recréer une démocratie, une organisation. Tout ce qui est voirie, ramassage des poubelles, l'État, la justice, tout se crée à un échelon très local. Il faut faire coexister ce groupe, Hayat Tahrir al-Sham, avec une obédience quand même assez radicale et une volonté des civils. Le mixte est compliqué. Moi, là-bas, j'ai à chaque fois eu des équipes d'Hayat Tahrir al-Sham pour ma protection. Ils ne sont pas présents pendant mes interviews. Après, je sais que je suis dans une zone quand même visée par des bombardements régulièrement, avec des risques de kidnapping de groupes encore dissidents et de cellules dormantes de l'État islamique. Donc j'accepte cette protection sans problème. Mais ils ne sont jamais rentrés, mais d'ailleurs des deux côtés, en conflit avec mes demandes d'interview. Je vais où je veux, je rencontre qui je veux, et ils ne sont pas présents les 3/4 du temps parce que je leur dis qu'en fait, je vais parler de problèmes personnels avec des familles et qu'ils n'ont pas à être présents. Et ils respectent tout à fait ça. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est des États qui se créent. Juste un truc là-dessus, ça correspond bien avec ce qu'on vit dans la maternité qu'on a créée. C'est-à-dire que Hayat Tahrir al-Sham, ce n'est pas des anges et loin de là, mais par contre, ils n'ont jamais fait intrusion dans l'établissement, ils n'ont jamais cherché à prendre le contrôle de la maternité. Sinon, bien évidemment, pour nous, ça aurait été un motif de cessation des activités, parce qu'on ne peut pas travailler sous contrôle, et encore moins sous le contrôle, soit évidemment des forces syriennes, comme on en aurait été menacé si on était resté dans la région d'Alep, soit d'un groupe islamique comme Hayat Tahrir al-Sham.
Non, non, ils ont vraiment donné tout le contrôle civil. Il y a un gouvernement de salvation avec des ministres. Alors, il ne faut pas déplaire à Ayad Tahrir el-Sham non plus. Mais tout ça essaye de fonctionner. On a été rencontrer des gens dans une radio. Ça, je ne veux pas le dire face cam. Ouais, c'est un vrai souci. Nous aussi, on a toujours peur de les mettre en danger. C'est ça. Le personnel de la maternité, ils n'ont pas des vrais noms. Enfin, c'est parce qu'à chaque fois qu'on veut faire une communication ici ou à l'événement, on a toujours fait hyper attention à leur visage. On a toujours fait la problématique des hôpitaux est vraiment très particulière sur la Syrie, et c'est ce qu'on raconte un peu dans le film, c'est que à partir du moment où en Afghanistan, avant et aujourd'hui en Syrie, les hôpitaux, les ONG donnent leur localisation pour être protégés, et que cette information sert aux Russes ensuite à cibler les attaques, tous les hôpitaux, alors le vôtre, je ne sais pas dans quel... Mais j'aimerais aussi que les journalistes, tous ceux qui vont témoigner, tout ça, ils crient haut et fort que ces guerres, les guerres, c'est du commerce, les guerres, ça ramène de l'argent à certains pays, à tous ces tyrans, à tous ces hommes qu'on a vus là. Mais on ne le dit pas ça. On ne dit pas que Bourges vit avec, qui quand même est fort, parce qu'on fabrique beaucoup d'armes. On fabrique des missiles, que ce soit à Bourges ou ailleurs, mais jamais on dit ça. Mais si on montrait cette souffrance, et puis si on disait que tous ces bourreaux, ces tyrans, ces dictateurs, ces horreurs-là, c'est eux qu'il faut combattre tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a une ministre de la Défense qui a osé dire que les missiles qu'on envoyait pour bombarder les enfants yéménites n'étaient pas des missiles d'attaque, mais des missiles de défense. Alors moi, j'ai pas compris comment elle avait fait le distinguo entre les deux et comment le... Mais je voudrais juste finir pour vous remercier. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. J'espère qu'avec ce film, on a dénoncé beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir fait ça, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Il y a des journalistes incroyables qui l'ont fait, notamment pour Disclose sur les ventes d'armes de la France à l'Égypte, à la Libye, au Yémen, et on continuera à le faire. Et il faut le faire. Merci de la qualité, de la force de ce témoignage et on voit bien le parcours de la Russie et des autres dictateurs. Non, simplement, c'était pour répondre à une dame. J'étais à Damas en 2002, dans le cadre d'un colloque universitaire via le Liban, la vallée d'Abeka, entre les chars de Bachar et Assad, et puis ensuite la Syrie et Damas. Et simplement, je voulais dire qu'entre universitaires, on a une liberté de parole. Sauf que dès qu'il y avait 2 personnes en face, c'est-à-dire qu'on était 3, c'était terminé déjà, en 2002. En 2001. Simplement un témoignage. Le régime d'Assad, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ce déferlement et ce besoin des Syriens de s'exprimer, c'est que le régime Assad avait été extrêmement fort pour verrouiller une parole. Et en fait, les Syriens racontent que tout le monde avait des dossiers chez les Mourabarat, chez les services secrets, et qu'il y avait des Mourabarat partout. Et que ton frère, ton cousin, ton coiffeur peut être un Mourabarat. Et le seul fait de dire un mot critique sur même pas sur le chef de l'État, mais sur l'équipe de foot nationale, valait une arrestation. Et il y a énormément de Syriens qui racontent que dans des dîners, et même à l'étranger, un Syrien les a balancés et que de retour à Damas, ils étaient en prison. Et la prison de l'aéroport, les services secrets aériens qui contrôlaient la prison de l'aéroport étaient extrêmement puissants, extrêmement violents. Et ce climat de peur comme ça qu'il faisait peser a fait que dans les premiers temps, les manifestations, tout se passait sur les réseaux sociaux. Et même là, il y a plein d'arrestations qui ont été faites. La peur, elle était extrêmement présente. Et elle l'est encore aujourd'hui. Elle l'est encore parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. Et effectivement, les gens d'Idlib, ils ont peur qu'à un moment, le régime reprenne.
Et où est-ce qu'ils iront? La Turquie a construit un mur, ils n'ont pas de possibilité, c'est extrêmement compliqué de passer de l'autre côté. Ils iront où? Il y en a qui commencent à partir en bateau. Pardon. Je vais rebondir juste sur ce que vous venez de dire, c'était pour autre chose que je prenais la parole. Mais entre autres, en aide aux migrants, on a des Syriens conçus. Et j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas une diaspora, une communauté, ne serait-ce qu'à Bourges, il y a beaucoup de Syriens. Et il n'y a pas de communauté qui se mette en place. J'ai été étonné mercredi de voir qu'il y avait quelques Syriens qui étaient présents et qui donnaient leur haine profonde envers El-Assad. Et en fin de compte, la réponse a été simple. Ils ne se font pas confiance entre eux. Et il y a le syndrome du survivant. En fait, c'est extrêmement dur pour eux de ne plus être sur place, d'être loin, de reconstruire sa vie, à cette culpabilité. Et ils ont une chance folle, ils peuvent essayer de se reconstruire, mais bon, ils n'ont pas demandé à venir ici pour les 3/4. C'est pas ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, c'est difficile d'accepter de continuer à être dans l'action, de continuer à être dans l'action ensemble, mais on a l'impression que l'autre est moins, l'autre est plus, et ils se jugent comme ça au lieu de s'entourer, de s'entraider. Il y en a parfois, il y a ces dissensions qui sont liées à ça. C'est humain, c'est dur de fuir son pays, de tout perdre. Ce qui m'a sidéré, mais ça c'est toujours c'est la position des ambassadeurs, cette froideur, cette langue de bois. Et encore, alors moi je l'adore, l'ambassadeur russe, je le trouve sublime de froideur et de... Mais l'autre, le numéro 1, qui n'était pas dispo au moment où on faisait les interviews, était encore plus incroyable. Et dans une conférence des Nations Unies où on l'interroge sur les crimes de guerre, les bombardements d'hôpitaux, parce que les Nations Unies ont une liste quand même d'hôpitaux dont les Russes avaient les localisations et qui ont été ciblés. Donc il y a une dizaine de crimes de guerre qui sont nommés, et il était là mais à dire mais pas du tout. Mais comment j'aurais pu savoir moi? Là, cette maison, c'était une cage d'armes. Regardons ensemble. C'est ça. Ils sont géniaux mais en même temps, c'est la ligne. Et ils s'y tiennent. Et c'est là que leur témoignage est intéressant. Quelles sont les interviews que vous avez menées, vous, et comment vous prenez-vous vos images, par exemple, quand on voit les avions, etc. Je veux dire, comment est-ce que vous travaillez justement pour ajuster tout ça? Alors, beaucoup d'images. J'ai eu la chance de travailler avec Olivier Marzin, le monteur, qui... s'est impliqué dans le projet dès le début et qui m'a beaucoup aidé pour retrouver toutes ces images-là. Il a fait un super boulot. Beaucoup d'images de bombardements, tout ça, c'est donc Shamsi Sarkis, qui est activiste et qui a énormément de journalistes avec lesquels il travaille en Syrie, qui nous a fourni ce matériau. Après, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon visa pour les États-Unis. Je l'attends encore depuis le mois de juin dernier. Je n'ai pas eu la chance non plus d'avoir le visa pour aller en Russie. Mais on a eu la chance de travailler avec des équipes géniales. Et pareil pour Idlib, en fait, Découpage et Suzanne Allan ont fait des reportages avec une équipe à Idlib depuis des années. Et donc, on a fait ce travail à distance. Moi, j'ai fait tous les pré-interviews avec les personnes qu'on a interviewées. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des gens sur le terrain géniaux avec qui on a pu échanger, discuter de qu'est-ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait le faire, et qui ont permis de faire avancer notre enquête, notre récit. C'est un travail énorme, ça vous a pris un temps fou, non? Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps. On a eu 4 mois pour le faire. Ouais. Oui, mais bon, ça ne compte pas les heures. Non. Et c'est vrai ce que dit Edith, je tiens à préciser aussi que nous avons eu la chance de travailler aussi avec une documentariste russe. Qui est géniale. Voilà. Et ces
C'est grâce à elle. C'est elle qui a trouvé les images de l'astronaute, tiens, notamment des images d'archives. C'est très compliqué aujourd'hui de travailler avec la Russie, puisqu'elle est sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas tout simplement acheter les images, on ne peut pas envoyer de l'argent en Russie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui compliquent la fabrication de ce film, et c'est vraiment un miracle que Edith ait réussi à le faire en... Mais effectivement, ben ouais, parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Moi, ce sonore que vous avez vu de Shoigu, Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense russe, quand il dit que tous ces soldats ont été entraînés en Russie, en Syrie, il nous le fallait. Et donc, si la documentaliste n'avait pas réussi à le trouver, et en bonne qualité, et où il dit vraiment ça, c'était génial. Et parce qu'elle avait cette connaissance de l'histoire russe, elle nous a apporté beaucoup. Il y a eu aussi les archivistes qui ont permis de retrouver et d'archiver toutes les vidéos pour que tout ce qu'on avait, tous les énormes matériaux, on réussisse à le mettre en ordre à un moment. Et puis, on s'y est tous mis à dire là non, là oui, là c'est trop dur, comment est-ce qu'on peut raconter ça? Ça a été vraiment un travail d'équipe incroyable. Il faut qu'on se bouge, moi je veux le diffuser à l'Assemblée nationale. Pour tous les députés qui continuent à penser que Vladimir Poutine est formidable et qu'il réagit à une agression. Mais j'ai l'impression que vous êtes hyper fort. Il faut qu'on parle, hein, parce que vous êtes hyper fort. Vous arrivez à trouver des fonds pour faire avancer Médina. Vous m'impressionnez. C'est compliqué. Ouais, vous dites ça, mais... Votre prochain film, je vais vous donner une idée du sujet. Comment aider les Syriens alors qu'on a de l'argent pour eux et on nous empêche de leur apporter, de leur acheter. Comment est-ce possible? Moi, je pensais que comme l'Union européenne, comme Paris, ils finançaient Damas via l'aide, mais que tout passait par Damas. Et non, la Fondation de France travaille avec 3 ONG, Idlib, MEAD, les Casques Blancs et Violette. Et ils font un boulot génial. Ces 3 ONG efficaces. Et comme vous, dans le domaine médical pour MEAD et anciennement USSM et Violette, les casques blancs sont les secouristes qui ont sauvé des milliers de vies depuis le début de cette révolution et notamment dans le tremblement de terre. Mais voilà, moi je croyais que bêtement la Fondation de France c'était des gens dans un bureau à Paris et qu'ils envoyaient bêtement via Damas. Et non, ils sont géniaux. Et c'est très bien. Et, en regardant votre reportage, j'avais le sentiment de voir un descriptif d'Ukraine. C'est incroyable, les similitudes qu'on peut retrouver, que ce soit la négation des massacres, les bombes au phosphore, et, voilà, tout un tas de choses qui retracent complètement la guerre en Ukraine, on dirait un copier-coller. Oui, c'était de 2007 à la fin 2010, et je suis revenue en France pour d'autres raisons, il n'y avait pas vraiment de problème en 2010. Vous faisiez quoi là-bas? Alors, je suis partie là-bas pour apprendre l'arabe, et c'est un peu lié à ma question. Quand j'étais là-bas, je confirme ce sentiment de parano, que tout le monde, voilà. Bon, moi j'étais française, donc ça se voyait, j'avais l'accent et tout ça, donc des fois, quand je prenais les taxis en fait me disaient bonjour la française, alors que je les connaissais pas. Déjà, c'est un peu, voilà, c'est justifié. Et le sentiment qu'avaient mes amis à cette époque-là, 2007, c'est que c'était la détente entre guillemets, puisque le fils Bachar el-Assad par rapport à son père était beaucoup plus soft, alors je parle au passé. Il avait apporté Internet, il n'y avait pas Internet. Bon, après, pour aller sur Skype, il fallait quand même aller dans des sous-sols et tout ça. Mais au début des printemps arabes, en fait, mes amis me disaient, mais nous, ça ne va pas basculer. Et il y avait ce sentiment, en fait, de non, nous, le fils, il est plus ouvert, il a étudié en Grande-Bretagne, ça ne va pas se passer chez nous. Et après, tout a basculé. C'était une fausse détente. Une fausse détente. C'était une fausse détente parce qu'on est quand même sur 2007, on est 2 ans après la mort de Rafik Hariri, commandité par la Syrie.
Donc on est sur... Mais le double jeu de la Syrie a toujours été extrêmement intéressant. 2000, quand il arrive au pouvoir, après la mort de son père, il y a effectivement ce qu'on appelle le printemps de Damas, où il fait énormément de réformes économiques, politiques, il assouplit plein de choses. Reste que ces réformes de façade, derrière, il y a toujours tout le pan des services secrets qui continuent à être les caciques du régime et à bloquer tout changement. Et les arrestations sont toujours aussi régulières, les délations sont toujours aussi fortes. Et il y a cette espèce de vent un peu de liberté où effectivement les médias français vont faire des articles disant « la rose de Damas ». Voilà. Et on est sur en plus, effectivement, 2007, Sarkozy qui veut renouer avec Bachar el-Assad, l'Union pour la Méditerranée, toute cette période-là où on entrouvre la porte petit à petit. Sauf qu'en fait, on a complètement été dupe de la duplicité de Bachar el-Assad parce que, comme son père avant lui, dans les mêmes années, dans le début des années 2000-2009, il a énormément formé de djihadistes, notamment à Alep et dans la banlieue sud de Damas, qu'il envoyait ensuite combattre en Irak contre les Américains. Et de l'autre côté, il prenait les djihadistes arrêtés par les Américains pour les torturer, avec l'aval des Américains, dans les prisons secrètes de Syrie, pour obtenir des informations pour les Américains. Donc il jouait en permanence sur deux tableaux comme ça. Et il a permis comme ça de, officiellement, revenir sur la scène internationale, venir à Paris au 14 juillet, serrer des mains, tout ça, signer des accords. Et de l'autre côté, il continue à martyriser, à terroriser toute sa population. Et en fait, à un moment, quand il y a eu le début des printemps arabes, c'est vrai qu'au début, on n'y a pas cru que ça allait péter. Moi, j'étais en Tunisie, j'étais en Libye, j'étais en Égypte, et je me disais, ça tient, ça tient, ça tient, parce que les gens étaient tellement effrayés. Et puis à un moment, le mur de la peur est tombé. Et à un moment, tout a basculé. Et comme c'était un régime qui était violent, tortionnaire, brutal, bouché, ça a basculé dans l'horreur immédiatement. Ben, c'était complètement la dualité du pouvoir syrien à l'époque. Les deux faces, la violence... Voilà, on va conclure, vous continuerez votre échange effectivement tout à l'heure autour d'un pot. Un petit mot peut-être sur les faits récents. Il n'y a plus qu'un seul point de passage pour accéder au nord-ouest syrien depuis la Turquie, sans passer par Damas, donc sans tomber sous le contrôle de Damas. Et ce point de passage n'est ouvert que pour 6 mois. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité, dans lequel, comme vous l'avez vu, officient ces habiles diplomates russes, ne renouvelle plus cette autorisation que tous les 6 mois. 6 mois, ça veut dire que l'ONU et les agences de l'ONU ne peuvent plus s'engager. Les agences de l'ONU ne peuvent plus s'engager, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus financer de projets à l'international. On a été pendant quelques années soutenu par l'OMS, puis par une agence de l'ONU, financièrement pour la maternité. C'est devenu extrêmement difficile, d'autant plus que, comme par hasard, cette agence de l'ONU spécialisée santé mère-enfant nous a dit « Notre budget 2023, moins 70%. » S'il n'y avait pas eu, ce que je vais dire est terriblement cynique, mais vous comprendrez que je le dis avec tout le recul possible, s'il n'y avait pas eu le tremblement de terre, les moyens de ces agences seraient restés quasiment dérisoires. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, depuis 11 ans, 12 ans, sont dans les décombres, dont certains ont été déplacés plusieurs fois, par exemple ceux de la Ghouta orientale, qui sont maintenant dans la région d'Idlib. On les abandonne, c'est fini. Ils n'ont pas d'espoir d'accéder de nouveau à leur chez eux, à leur terrain. Pas d'espoir et plus d'espoir de soutien de la communauté internationale. Lors du tremblement de terre, je vais finir là parce que je suis déjà trop long, on en est resté à un seul point de passage et aucun matériel lourd de terrassement, de déblaiement n'est rentré dans le nord-ouest syrien. Les casques blancs, les secouristes, les gens, les survivants ont creusé dans les décombres à la main et sûrement des centaines, voire des milliers de personnes auraient pu être sauvées, mais sont morts sous les décombres.
l'Europe n'a pas su exercer la pression nécessaire pour envoyer, comme ça a été fait en Turquie, du matériel pour sauver ces gens. Parallèlement, Assad a pu pavaner à Alep. On le voit avec un sourire radieux au milieu de son staff à Alep, dans les ruines. Je pense que ça dit tout ce que ça veut dire, cette manœuvre. Et dernière précision, très récemment, je crois que ça s'est produit il y a quelques jours ou semaines, l'aéroport d'Alep, qui était de nouveau fonctionnel, donc qui pouvait recueillir de l'aide humanitaire par voie aérienne, avec évidemment le contrôle du régime, mais enfin une entrée d'aide humanitaire, cet aéroport a été bombardé. Comme par hasard. Il a été bombardé par Israël, qui fait régulièrement des frappes sur les zones du régime. Cet aéroport était censé apporter de l'aide aux zones du régime, aux populations qui en ont besoin. Sauf qu'on sait très bien, et ça a été prouvé par plein de rapports, que toute l'aide qui est apportée par les Nations Unies est vidée et détournée et rackettée par le régime. Le régime qui a accepté au bout d'une semaine d'ouvrir 2 autres postes frontières, celui de Bab el-Salamé qui donne au nord d'Alep et celui de Raya qui est un peu plus à l'est. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas plus d'aide qui rentre. C'est cynique, c'est lâche, et c'est la preuve que les Nations Unies ont failli complètement sur ce conflit. L'OMS, je suis désolée, la fille de l'OMS a embauché la fille du ministre de l'Intérieur syrien. Il y a un problème d'occlusion. Les Nations Unies, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont prouvé aujourd'hui qu'il y avait des détournements d'argent faits par les Nations Unies pour eux, dans l'aide qui était apportée à la Syrie. Donc le régime en prend une partie, les agents des Nations Unies en prennent une autre partie, et la population crève la faim. Voilà. Le temps d'écrire en plus. Fantastique.